Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans le cas de la Nouvelle-France, on ne peut pas vraiment parler d'invasion puisque seulement 6500 Français y auraient laissé des descendants, beaucoup moins selon certains historiens. Il s'agissait d'une colonisation commerciale qui était basée sur des alliances avec les Autochtones qui se procuraient grâce à elles des outils en métal, des fusils, des perles de verre, de l'alcool, tous des produits qu'ils ne pouvaient pas aller chercher eux-mêmes en Europe et que les Français échangeaient contre des fourrures qu'on trouvait facilement dans les forêts du pays. La Nouvelle-France comptait une forte proportion de marchands, de nobles, d'administrateurs, d'ouvriers spécialisés, de prêtres, etc. Cependant, sa population était tellement instable que du temps de Frontenac, par exemple, le tiers des hommes adultes étaient des coureurs de bois. Économiquement, le pays fonctionnait alors d'une façon normale, étant donné que les fourrures, qui étaient plus lourdes, descendaient le fleuve Saint-Laurent, alors que les produits français, qui étaient plus légers, le remontaient. Tout ça allait changer avec l'invasion britannique de 1759. Comme les Britanniques qui nous ont envahis étaient des Européens qui pensaient en fonction d'intérêts purement européens, leur but était d'affaiblir la France en lui enlevant le Canada. Ils n'avaient donc pas compris que le vrai conflit qui travaillait l'Amérique du Nord depuis 150 ans était celui qui opposait les colons de Nouvelle-Angleterre qui progressaient vers l'ouest et les Autochtones qui les empêchaient de le faire avec leurs alliés français. Dès la fin du conflit, en 1763, les Britanniques ont donc commis deux graves erreurs politiques. D'abord, ils ont expulsé les chefs du Canada français, ce qui a renforcé la position des colons américains, et ensuite, ils ont promis aux Autochtones de la région des Grands Lacs, qui étaient en pleine révolte, qu'ils allaient interdire la colonisation blanche à l'ouest des Appalaches. Les Américains allaient vite leur faire comprendre leur erreur, étant donné que 13 ans seulement après la signature du traité de Paris, ils ont entrepris de chasser les Britanniques des futurs États-Unis à coups de fusil. Quand les Britanniques ont réalisé que les Américains allaient s'emparer de tout l'ouest du continent, ils ont décidé de les contrer en faisant pareil au Canada. C'est à partir de ce moment-là que notre économie s'est mise à fonctionner à contre-courant par rapport au fleuve Saint-Laurent et que le Canada est devenu le pays de l'axe Est-Ouest qu'il est resté depuis jusqu'à aujourd'hui. Les Anglais n'ont eu aucun mal à libérer le corridor de passage dont ils avaient besoin pour progresser vers l'ouest, étant donné que les épidémies exterminaient les Autochtones et que la conquête avait transformé le peuple marchand de la Nouvelle-France en un peuple d'agriculteurs sédentaires. Voyant que toute leur communication passait par la vallée du Saint-Laurent, où étaient concentrés les Canadiens français, les Anglais ont alors entrepris de les maintenir artificiellement dans la pauvreté et dans l'impuissance en détournant systématiquement la richesse du pays vers l'Angleterre, vers les Anglo-Québécois ou le reste du Canada. En plus de confisquer tout ce que nous avions bâti de mieux en Nouvelle-France, de garder pour eux les meilleurs emplois et de ne rien nous payer quand ils traversaient notre territoire, ils nous ont taxés pour développer l'ouest du pays aux époques où nous formions 90, 70, 50 ou 30% de l'ensemble de la population canadienne. La révolution industrielle qui a suivi a encore empiré les choses parce qu'on nous a alors fait payer tous les équipements dont le Canada anglais avait besoin pour se développer. Le port de Montréal, le canal La Chine, le canal Rideau, la future voie maritime du Saint-Laurent, Ottawa, le pont Victoria, de même que les routes, les ponts, les tunnels et les chemins de fer de l'Ouest, à l'époque où il n'y avait presque personne là-bas pour payer. Une des conséquences de cette politique de pillage, c'est que les francophones ont formé un peuple stable et compact dans le Québec rural, alors que le centre de masse du Canada anglais n'arrêtait pas de s'éloigner vers l'Ouest. C'est la fameuse dérive vers l'Ouest dont parlent les sociologues américains. Ça a continué comme ça jusqu'à la fin de l'ère coloniale, où le déclin de l'Europe a entraîné un affaiblissement graduel du Canada d'origine purement britannique. C'est l'époque où les Québécois ont développé pour leur propre compte l'axe nord-sud qui aboutissait au marché américain et qui était complètement indépendant de l'axe est-ouest contrôlé par le Canada anglais. C'est l'axe nord-sud qui nous a permis de récupérer un peu de notre puissance et de notre richesse d'autrefois. De nos jours, les États-Unis sont d'ailleurs devenus notre principal partenaire commercial.
Évidemment, les Canadiens anglais se sont opposés à ça, notamment en aidant les Cris du Nord québécois à soutirer le maximum d'argent du Québec, sans toutefois offrir les mêmes avantages à leurs propres Autochtones. Le Canada anglais avait raison de s'inquiéter, étant donné que la géographie favorise le Québec de toutes les façons possibles et imaginables, tant par la mer que par la route. Montréal est en effet plus près de la côte est américaine que Toronto. Le Québec est également plus proche de l'Europe et de l'Afrique que l'Ontario, et ça c'est aussi bien par la mer que par les airs. Pour ce qui est de l'Asie, les deux principales routes maritimes qui aboutissent en Ontario passent par le Québec. Mieux, même si Toronto est situé à l'ouest de Montréal, les deux villes sont à la même distance de l'Asie par voie aérienne, étant donné que le plus court chemin entre les deux continents passe par le pôle Nord. À ça s'ajoute le fait que partout sur le continent, l'économie a recommencé à suivre les axes naturels de la géographie. C'est évident quand on considère le déclin économique accéléré des Grands Lacs américains ou l'insistance des Albertains qui veulent absolument exporter leur pétrole sale à travers le Québec. Très clairement, l'axe est-ouest du Canada colonial est en train de basculer pour redevenir un axe de sens ouest-est normal où les produits lourds vont descendre le fleuve Saint-Laurent plutôt que de le remonter. Tout ça pour dire que si le Québec devenait indépendant, il cesserait d'être la porte d'entrée du Canada pour en devenir la porte de sortie, ce qui lui permettrait de contrôler et de taxer, comme c'est normal, les exportations internationales du Canada central, qui est enclavé, de même que les échanges économiques entre l'Ontario et les Maritimes. Du coup, la ville portuaire d'Halifax, qui dépend des trains qui traversent le Québec, deviendrait une ville satellite de Montréal. En superficie, le Québec indépendant serait le 19e plus grand pays du monde. Quant à sa population, elle serait loin d'être négligeable à l'échelle internationale. Déjà, le Québec à lui seul est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Par rapport à ses voisins d'Amérique du Nord, le Québec est également le 3e État le plus peuplé, après l'État de New York et l'Ontario, deux territoires dont il est séparé par des territoires plus ou moins vides. Enfin, si on trouve autour de l'Atlantique Nord des pays très peuplés comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, on y trouve également une foule de pays dont les populations se comparent à celles du Québec. C'est également autour de cet océan-là, vers lequel nous pousse tout naturellement le fleuve Saint-Laurent, qu'on trouve l'essentiel de la francophonie mondiale. Pour être respectés, riches et puissants, les Québécois n'auront qu'à prendre conscience de tout cela et qu'à voter pour l'indépendance. Je vous remercie d'ailleurs d'utiliser cette série de vidéos pour en convaincre les indécis et surtout les immigrants qui désirent rester au Québec. À la prochaine!